Bon, ben bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Donc, en tout cas, je ne me présente pas, vous me connaissez. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une petite présentation sur le retour du CETIP 2014. Puis, comme d'habitude, on va aller prendre la bière après. Vous savez. Mais là, aujourd'hui, on fait changement. On s'en va. Où tu vas voir ça? On va voir ça. Bonjour. Ok, vous êtes tous invités. On a-tu réservé pour un chiffre en particulier? 12. 12. En tout cas, Vous êtes invités si ça prend après. On va te défoncer. Fait que ça va être assez en format relax, on va se passer la balle, on va parler un peu chacun de tout ce qu'on a fait, parce que l'équipe, cette année, c'est 10 personnes. Fait que même celui qui mange en arrière, là, tantôt, il mange. Fait que, on va parler un peu des highlights. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau cette année? On va parler du réseau, de l'infrastructure, du scoreboard, puis de tous les challenges qu'on a montés. What? En anglais? Ouais. Highlights. Je les connais même pas tous. Cédric, viens voir. Je suis scoreboard. Ben, les deux premiers highlights, c'est super simple. J'avais mis un mot de passe finalement c'était NHL Games 2013. Puis sincèrement, le nombre de personnes qui m'ont demandé là, j'ai trouvé ton mot de passe, je l'essaye partout, ça marche pas. Puis là, je suis comme oh, mais ça se peut que ça soit celui de l'année passée. Puis là, les gens ont juste fait ah, si, puis ils ont mis 2014, puis ça marchait. Mais ça, c'était juste parce que pour être sincèrement, je pense que quasiment toutes les équipes me l'ont demandé pour ça. Sinon aussi, ce qu'on a essayé cette année, c'est parce que l'année passée, on avait une petite anecdote. Il y a eu Martin qui a oublié son pad avec toutes les flags dedans à quelque part. Puis il paniquait, il suait, puis il avait peur. Donc, cette année, on a essayé de rejouer le jeu, mais comme arrangé avec le gars des vues. Fait on a imprimé des listes de faux flags, puis on les a laissés traîner un peu partout, voir si les gens allaient être honnêtes. Finalement, il y a eu un Benoît Guérette qui a été super honnête, puis il nous a ramené les flags. Fait que lui, il s'est mérité, je pense, 5 bières. Ouais. 4-5 bières, fait que, il était bien content. Fait que, au Hackfest, c'est important d'être gentil et honnête. Fait que vous gagnez de la bière dans ce temps-là. Ça va être là. Ouais. Sinon, dans la track qui n'est pas la mienne, mais c'est la Frank, là, il y a eu 3 équipes qui l'ont réussi au complet. Frank, tantôt, il va l'expliquer plus en détail ce que consistait son challenge. Mais c'était la Phoenix Challenge. Sinon, le bruit de force. Plus ou moins important de nous. Ouais, on va s'occuper de nous. Fait que, sinon, ça, c'est les résultats finaux du scoreboard. Comme on peut voir, la première équipe avait une petite légère avance. Puis finalement, il y avait comme 3 équipes boostées, puis le reste se tenait pas mal toutes dans les mêmes catégories. Mais je pense que tout le monde a eu pas mal de plaisir dans ce 16 heures-là. Bon, sinon, on voit rien, c'est les scores finaux. Sinon, cette année, ce qu'on a upgradé versus l'année passée, il y avait. Finalement, on avait quasiment loué l'hôtel à grandeur. Ça, c'est le plan du. Ça, c'est le premier étage qui est finalement le sous-sol. On avait tout cet espace-là pour les jeux. On avait aussi encore, comme les années passées, le Plaza 1, Plaza 2 qui était au deuxième étage où les conférences avaient lieu. Fait que de 10h le matin à 2h du matin, il y avait les jeux qui se situaient au premier étage, qui est le sous-sol. Fait que ça, c'était les plans un peu de l'hôtel. Sinon, le network, je ne sais pas si Guillaume, tu venais en parler. On parle un peu. On a dit que c'est toi qui es le plus au courant. Je vais essayer de faire ça bref pour pas juste dropper des noms d'équipements et des vendeurs et des affaires de même. Dans le fond, le but du réseau cette année, c'était d'essayer d'augmenter les possibilités de ce qu'on peut faire sur plusieurs années en futur. Essayer d'augmenter la bande passante qu'on peut donner aux joueurs pour les scans, les brutes de force, des choses comme ça. Fait qu'on a reçu un beau don de Cisco pour des équipements, des 4948 pour les Switch, des 2960X, puis c'est ça que je déploie à des endroits où j'ai travaillé, fait que c'est vraiment actuel comme équipement. Cette année, il n'y a pas vraiment personne qui a réussi à coter la bande passante qu'on fournissait avec les scans, des choses comme ça. On avait des graphiques à peu près partout sur le réseau de ce qui se passait. Là, Maxime, il non, il est pas là. C'est ça, mais c'était Maxime qui a fait le monitoring. Il a fait une super belle job avec ses graphiques. On va sûrement en mettre sur le site des trucs de même, là, avec les stats
la bande passante d'atelier, toutes ces affaires-là. Le but du réseau aussi, c'était que ce soit redondant. Le réseau, on pouvait partir avec la moitié des équipements, puis il marchait quand même. Si on avait tous les fils, c'était comme il faut, puis tout. Phil Godbout, il a fait une super belle job de câblage avec d'autres personnes aussi qui ont aidé pour placer ça. Il y avait mis beaucoup trop de fils, ça nous a servi parce qu'il y en a une couple qui ont coupé, fait que good job. Puis c'est pas mal ça. C'était des choses que j'oublie. Ouais, on a doublé aussi le SX pour que ce soit redondant puis qu'il y ait plus de bandes passantes CVM pour que tout le monde s'amuse avec ça. Puis c'est pas mal ça qu'on a fait. Ça m'intéresse quoi? C'était du cacti qu'il avait mis avec du Nagios pour les hosts. Il y avait de la job qui se faisait un peu ces deux. Puis, Tu m'intéresse bandwidth puis. Il m'a une bonne bandwidth qui passait, le transfert, la vitesse des ports, c'est sûr. Encore, ben, je l'ai expliqué là, c'était super bien branché, puis c'était redondant. Dans le fond, chacun des liens est en double, pas compliqué. Autant pour la bande passante que pour. Dans le fond, tous les liens étaient doublés, puis tous les liens étaient aussi redondants, même s'ils étaient déjà doublés. Fait que tout peut tomber 2 fois avant que ça pète, puis ça a fonctionné. Encore toi? Là, on reviendra pas par-dessus tout les c'est pas mal tout ça ce que j'ai dit, là, ça revient au même. Le Wi-Fi, c'est ça. Ça, le Wi-Fi, ben justement, je me suis occupé du Wi-Fi, j'étais dans le même outil que Guillaume, donc on était avec de la redondance, on avait un contrôleur, donc c'était un système centralisé, des access points encore tous fournis par Cisco. On avait un contrôleur physique qui était le contrôleur principal, puis on avait un contrôleur virtuel qui était là en redondance, donc si le contrôleur principal lâchait, qui revenait. Puis là, si vous regardez par rapport à ce qu'il avait fait, parce que vraiment il avait fait une belle job, Guillaume, on avait une couche accès, distribution puis core, puis donc on a mis vraiment au niveau de l'accès, le contrôleur, puis les access points, donc c'était vraiment bien monté. Je pense qu'il y a un autre chapitre. C'est ça. Donc ce qu'on avait comme équipement avec le contrôleur, c'était un 2504, aussi c'est assez d'actualité, avec un virtuel, on a 7 access points, 3602. C'était du N, par exemple, on n'a pas du AC, là, mais c'était dans les derniers modèles. On avait un serveur central pour l'équipe qui était sur un pré-radius, donc on avait centralisé au niveau des systèmes, qui était le pré-radius était monté par Cédric. Merci Cédric. Puis on se léguait sur le domaine Windows. Puis les deux autres, on avait deux autres réseaux qui étaient un pour le public, puis l'autre qui était pour les partenaires, qui était en WPA2. Puis à un moment donné, mais moi je m'intéresse à ce qui se passait au niveau des access points étrangers. Puis à un moment donné, on avait 165 access points étrangers, si vous voulez savoir, là, donc du monde dans la salle qui se montait les access points, avec des noms très intelligents qu'on va censurer aujourd'hui là, par rapport à ces noms-là. Scoreboard. Cette année, Scoreboard, ça a été mon petit trip techno, comme on appelle. Dans le fond, il fallait monter un scoreboard, on n'avait pas ça l'année passée. Puis, en fait, pour des raisons, on va dire, de copyright. Fait qu'on s'est dit, là, cette année, on en fait un au Hackfest, qu'on va mettre open source. D'ailleurs, je travaille là-dessus pour le mettre sur GitHub dans les prochains jours. Tout ce que vous allez voir là, il va être sur GitHub. Puis, on compte le réutiliser dans les années prochaines. Fait que, grosso modo, l'objectif, c'est la performance et la sécurité. C'est pas mal ça. Au YARP, la facilité, comme dirait, voyons. Comme dirait lui. Fait que, j'ai fait ça, on chaque fois sur 7 VM, tout du OpenBSD 5.5, la dernière version, quand je l'ai monté, parce que je pense que la 5.6, ça vient de sortir. 64 bits. Fait que les premiers serveurs en double, on avait un Nginx, donc tout ce qui est serveur fichier web statique. C'est lui qui faisait le proxy vers les serveurs applicatifs en arrière. Je ne vais pas montrer le schéma, mais en gros, c'est 3 tiers. Tiers 1, puis c'est web proxy, après ça, l'application, après la BU. Fait que front-end web, tout en Python 3, pas de PHP dans ça. Tornado Framework, je sais pas si on en parle un peu. Bref, un petit framework en Python pour faire du code. Vous avez tout le scoreboard, ce que vous voyez en web, ça roulait sur 369 lignes, excluant le fichier HTML. C'est quand même très tout de point. C'est quand même intéressant. Vous allez le voir quand je vais le réaliser, si ça vous intéresse. Troisième tiers, la back-end, ça c'est une PostgreSQL. Toute la logique d'affaires était dans la base de données. Il n'y avait pas de Python qui faisait la couche de traitement. Voilà. C'est codé en Python? C'est codé en PSQL. Comment des star proc dans le back-end.
Fait que 41 fonctions qui installent, puis des rôles d'accès. Dans le fond, chacun avait ses accès, chacun pouvait appeler certaines fonctions. Dans ces 41 fonctions-là, on peut imaginer, exemple, get score, submit flag, ces affaires-là. Fait que toutes ces fonctions-là étaient sécurisées. Je veux dire, un admin ne pouvait pas faire submit flag, mais un player pouvait, etc. Fait que ça ressemblait à ça. Visuellement, c'est un peu ça. J'ai mis de la redondance. C'était pas de la redondance super incroyable, mais c'était juste au cas où un serveur explosait, ben on pouvait facilement avoir un scoreboard dans un temps raisonnable. Fait que la base de données ici était slave, elle faisait juste synchroniser avec elle. C'était assez light, je pourrais pas vous dire en termes de millisecondes, là, mais je veux dire, on avait vraiment très rapidement l'info là qui était sur le fait. Ces deux VM-là roulaient sur deux hosts différents. Comme je dis, s'il y a un host qui explosait, il en restait un des deux. Même chose ici, ça c'était trois hosts physiques différents en avant de différences. Fait que c'était pas mal ça. Next year, peut-être le front-end, je vais regarder avec Cart ou avec un truc pour faire une VIP, une virtual IP, pour voir si je peux pas faire de la vraie balance de charge. Mais honnêtement, ça jamais. Tout ça, ça n'a pas été utile. Je veux dire, il y avait presque pas de charge sur ce combat. Je m'attendais à beaucoup pire. Genre, du monde qui brûle fort, des choses comme ça. Tu veux du monde essayer d'attaquer le scoreboard? Il y a eu des brutes de force, mais pas des grosses attaques. En tout cas, on n'en a pas vu. Puis ça... ben, dans les logs que j'ai regardé après, c'était pas très sale. C'était possible. L'infrastructure. Ben, en gros, les VM, ça ressemblait à ça. J'ai des chiffres après, je pense qu'on avait 18 VM de challenge. Des fois, il peut y avoir plusieurs challenges dans une VM. Puis le réseau qu'on a vu tantôt ici. Puis le reste, c'est des VM, des machines qui servent à l'info. Hey! T'as trouvé l'école? Vraiment pas parler. Fait que, vous allez voir plus en détail chacun de ces VM-là. Ouais, c'est ça. 18 VM de challenge, 19 juste pour l'info. On parle monitoring, scoreboard, DNS, ces choses-là. Ça roulait sur 5 hosts. Ouais, 5 hosts. Puis au niveau des OS, on n'est pas vraiment standard. On est allé avec ce qu'on avait besoin. Fait que si quelqu'un voulait prendre le CentOS, il le faisait, Debian, tout. PSD. Du Windows aussi. J'ai du Windows, mais je voulais pas le mettre. Ah! C'est une blague. Challenge. Ah ouais, c'est ça. Bon, quand on a fait des stats après sur le scoreboard, on a vu les 158 IP qui ont soumis des flags. Les challenges, il y en avait dans ces 12 catégories. On va les voir tantôt. Il y avait 152 flags uniques, 55 de questions trivia, mais 90 challenges, vraiment challenge. On est quand même content cette année, parce que 90, ça demande quand même beaucoup d'énergie à monter. Fait que ça donnait 152 flags possibles à l'événement. Les soumissions, il y a eu 867 soumissions réussies dans les 26 équipes. C'est-tu qui a fait ça? En fait, je crois que tu les as changés. Parce que moi, j'avais fait une, puis j'en ai fait deux. Ouais, c'est ça. Il y avait 7 King Flags. Ça, des King Flags, dans le fond, c'est un challenge où le flag changeait à toutes les minutes. Fait qu'il fallait non seulement réussir, mais garder l'accès dessus. Puis les participants avaient droit d'essayer de kicker les autres de manière quelconque. Tout ça sans être route, donc il fallait être un peu créatif. Il y en a qui se sont amusés, on a parlé samedi. À la fin, il y en a qui se battaient un peu, qui se kickaient, puis c'était quand même drôle. L'accent était pas, justement, c'était juste à la fin que c'est arrivé ça, mais l'année prochaine, on va voir si on ne peut pas en faire un peu plus, parce que c'est quand même intéressant. Bon, on va voir. Des King Flags, il y a eu 1049 de soumis, ça c'est vraiment avec des scripts que les gens faisaient ça. Je pense qu'il y a eu juste 3 flags sur les 7 qui ont été trouvés. Puis à la fin, il y a du monde qui commençait à les soumettre, mais il fallait faire des scripts pour automatiser ça. Parlant de brute force, il y a eu 4000 warnings. En fond, j'ai eu 4000 fois. 4000 fois, j'ai dit à un participant hey, du brute force, hey, du brute force. C'est pas beaucoup. Puis la personne n'a pas vraiment arrêté de ce que j'ai vu. Elle a juste ignoré le message. C'est pas beaucoup. Mais là, tu sais, j'aurais pu. Ça ne me tentait pas de bloquer du monde, honnêtement. C'était voulu par le design. Je voulais pas bloquer du monde
Parce que là, après, tu gères les crises puis le monde qui vient au desk. Fait que je faisais juste dire hey, petit bout de force, puis je donnais, mettons, 1 minute ou 20 secondes que tu pouvais pas soumettre. Fait que son script, il marchait pas fort. Puis au total, c'est ça, 14 000 soumissions en 16 heures, c'est vraiment peu. Le scoreboard aurait pu supporter 200 requêtes 15 secondes, je pense. Qu'on avait testé. Fait que, en tout cas, c'était bien tranquille. Ouais, puis la plupart des soumissions ont été faites avec le petit script. Ça se faisait via le web, mais aussi via un script. Puis c'est ça. La plupart l'ont fait comme ça. King of the Hill. Tu veux que je parle? Ouais, non, je peux bien parler si tu veux. Ouais, moi je me présente un peu, ça fait juste la première année que je suis là. Puis je me suis occupé de Change the Reverse, on en parlera plus tard. Donc, King of the Hill, une partie qui était très intéressante, malheureusement elle n'a pas été autant faite qu'on aurait aimé. C'est pour ça qu'on va sûrement essayer de la refaire l'année prochaine, ou plus en faire en tout cas, parce qu'on avait que 7 flags. Sur tous les flags, 3 teams en ont soumis, et par exemple la première team on a trouvé la première fois à, c'est 16h37, ça finissait à 2h du mat'. Donc ils ont eu le temps de nous soumettre en continu sans être dérangés, parce que les 2 autres teams les ont soumis vers minuit environ, ils ont trouvé les flags. Donc ils ont soumis 830 flags eux, pendant qu'eux ils en ont comme soumis juste 100. C'était 2 points par flag. 2 points par flag, donc 830 x 2, ça s'ajoute à leur score, ça fait quand même pas mal. C'était surtout pour le fait de scripter les accès, et puis c'était pas forcément les exploits faciles, c'est pas un accès SSH sûr sur la VM ou quoi que ce soit, donc c'était ça qui pouvait être intéressant. Mais qui c'est qui était dans la première équipe? Modern ou. C'est pas mal le nom des groupes, c'est groupies, non? Ouais, la gang de Montréal. Ouais, c'est ça. Comme tous les cités. Pourquoi? La plupart c'est SSP groupies qui font ça. Ouais. C'est des gars qui font ça depuis longtemps. C'est ça, ils ont l'habitude. Puis c'est ça, donc l'année prochaine on va voir, on essaiera d'en mettre plus, parce que le problème c'est qu'on veut pas que ça bloque les challenges aussi, c'est à partir du moment où les gens peuvent commencer à faire ce qu'ils veulent, ils peuvent bloquer l'accès à certains challenges. Donc, les 2 flags que tu as trouvés, c'était quoi qu'il fallait que tu fasses? il y en a un, c'était toi je crois, Ouais. la SSH. Ouais, il y en avait une que tu avais un shell restreint avec très peu de commandes. Tu pouvais, par exemple, je me souviens pas, tu pouvais peut-être même pas faire ls 4. Ah ouais. Puis il fallait que tu trouves des tools, puis avec ça, il y avait un net 4 que tu devais faire un scan sur la machine à calmer. Puis rajouter ça aussi, il y avait de la restriction de 6 calls, c'était vraiment de la musique. Mais grosso modo, il fallait que tu prennes un net 4 qui poke un service, puis dans le service, il y avait quelque part, il y avait une flag. Mais tu sais, tout ça, scripter ça, d'un shell restreint en plus. Comment? Ok. C'est surtout une bouche. J'ai. Fait que c'est ça. Puis le deuxième challenge c'était le mien, c'est une backdown au niveau du kernel, mais je vais en parler après dans le premier cas de toute manière. Mais c'est ça, l'important c'était d'habitude que tu penses hacking, mais si on pense en général, genre péter les services, puis on réfléchit pas forcément à ce qu'on fait après. C'était aussi peut-être de mettre quelque chose comme ça, parce que à partir du moment où on a accès au système, on a accès à tout ce qui se passe sur le système, qui est là, quoi, qui fait quoi, tout ça. Puis c'est bien d'essayer de se cacher aussi quand on récupère ces choses-là, parce qu'on ne veut pas être dérangé. C'était un peu mettre l'accent là-dessus, ça va plus ou moins bien marcher, mais en espérant que si on recommence, ça marchera mieux. Ouais. La glace est cassée. Ouais, c'est ça. On va voir, on a envoyé les formulaires d'appréciation cette semaine. On va voir si les gens aimaient ça. Si les gens aimaient ça, en fonction de ça, on va voir ce qu'on fait l'année prochaine. Reverse. Ça, c'est mes challenges. Donc, quand je parlais justement, un truc sur lequel je m'étais amusé il n'y a pas longtemps, c'était le kernel mount sous Linux. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ce qui est assez intéressant, c'est assez complexe. Là. Au moment où je faisais ça, je ne connaissais pas autant que je connais aujourd'hui maintenant, mais j'avais 3 mes challenges qui étaient. Il y en avait un, c'était le plus compliqué. Les 2 autres, c'était des médiums environ. C'est que du reversing, c'est-à-dire comprendre les structures de données utilisées dans le kernel et aussi montrer comment tu peux t'en servir pour faire des backdoors. Donc il y en avait une, c'est basique, c'est assez simple à reverser parce que les symboles dans le kernel sont exportés, donc ils sont lisibles quand on désassemble, mais c'était un hooking de syscall. Admettons,
si je rentre telle valeur dans l'appel système de Linux, bah, j'ai mon shell, hop, mon process il a des droits différents. Et ça c'est une backdoor, c'est-à-dire je pourrais passer route avec ça si je voudrais. Il y en avait un autre, c'était un peu le même genre avec structure de gestion de process. Puis il y en avait un que je me suis particulièrement amusé à faire, c'était sur un Raspberry Pi qui a tourné sur l'infra. C'était en ARM, donc c'était un petit peu plus compliqué à reverser si vous n'avez pas l'habitude. Puis c'était un module NetFilter. iptable, tout le monde connaît iptable je suppose. C'est le firewall Linux, il communique avec le kernel en fait, quand il fait des règles. Et on peut directement coder un module pour pouvoir définir nos règles. Puis c'est ce que j'ai fait, globalement, j'avais un service qui tournait, il était invisible par Nmap. Et il fallait juste envoyer le bon payload sur le port pour qu'il s'ouvre. Et donc il y avait plein de petits trucs, plein de petits inside jokes avec, comme le evil bit qu'on voulait mettre dedans, puis ce genre de choses. Donc c'était pas mal ça. Le dernier challenge, il n'y en a qu'un seul qui l'a réussi. Ils avaient, pour les deux ici, il y avait un king flag derrière, il y en a juste un qui était lui qui avait été trouvé. Les autres, ils l'ont validé juste à la fin, ils n'ont pas eu le temps. Celui-là, personne ne l'a validé. C'était un firmware Arduino que j'avais flashé, puis je l'avais dump. Puis ce qu'il faisait, il donnait comme... Il y avait un serveur, on communiquait, il nous renvoyait une seed aléatoire, puis avec cette seed-là, on la mettait dans l'Arduino, puis lui nous renvoyait un chiffre qu'il fallait renvoyer au serveur, et ça nous permettait de nous authentifier. La partie difficile, c'est qu'il fallait comprendre comment un binaire qui n'a pas de format en tant que tel, c'est du raw data, c'est juste dumpé dans un binaire et reverser, c'est un petit peu plus compliqué. Comment ça marche, mais des fois, quand on reverse une télécommande ou n'importe quoi, c'est ce qu'il faut faire. Cette année, personne n'a réussi, mais ils vont être disponibles. La totalité des challenges vont être disponibles, donc si les gens veulent juste regarder comment ça peut faire, ils pourront aller le chercher justement sur le GitLab du Hackfest. Puis ils peuvent aussi m'écrire ou juste aller me voir pour me demander comment ça se faisait. Pour payer une bière. Ouais, je suis preneur. J'essaye. Pas de Non. Mais puis les 3 derniers, c'était juste des challenges basiques, parce que je veux dire, ça c'était quand même... C'était pas non plus extrêmement deep, mais ça demandait un petit peu de connaissances en reverse. Puis comme sur tous les challenges, il y a 16 soumissions en tout qui se sont faites sur les 20 équipes. 26. 16 soumissions, dont 2 équipes ont fait 4 soumissions, donc ça fait plus beaucoup de soumissions pour le reste. Ça c'était essentiellement pour l'apprentissage. Bah voilà, en plus on les voit là. C'est comme une team pour Merlin, une team pour celle-là, 2 teams pour celle-là, 0 pour le dump Arduino. Puis ça c'était les 3 cas d'école justement. Ce qui est étonnant c'est que celui-là, il n'y a qu'une team qui l'a validé, je m'attendais à ce qu'il soit plus simple à trouver. C'est un binaire qu'on ne peut pas lire, donc on ne peut pas le désassembler. Comment lire les données qui sont à l'intérieur. Et bah c'est ça, donc pas tant de team que ça, mais sinon je pense que les gens qui ont fait ça ont eu du fun, en tout cas pour ceux qui aiment le reverse. Le gars qui mange. Le gars qui mange. Hey! Déjà? On l'a amigos. Voilà. Fait que moi je me suis occupé de la track de Buffer Overflow principalement, puis de ces programming related challenges. On dirait que c'est une revamp, c'était même pas toi qui est en avant. Mais bien fait. Fait que en bureau, dans le fond, j'avais une box Debian 32 bits qui était setée avec juste plusieurs protections pour la stack qui était disabled. Par exemple, DEP, ASLR, puis toutes sortes d'affaires. Fait que tout le monde avait accès SSH au serveur, puis à partir de là, il fallait checker les sources code qui étaient disponibles. Mais surtout, il fallait s'occuper des binaires. Les binaires étaient compilés avec vraiment le source code intégral. Le source code n'était pas fait pour misleader le monde vers quelque chose. C'était vraiment compilé à partir des sources code intégrales. Puis, c'était pas des longs challenges vraiment avec beaucoup de code, mais il y avait quand même une petite faille de sécurité de programmation en C là-dedans, soit un buffer overflow, ou des fois c'était tout simplement un oubli dans la programmation qui a été faite. Je parle pas d'un point virgule, mais quelque chose de plus basique que ça, parce que ça compile quand même. Fait que c'est pas grave. Fait que finalement, dans le fond, il y avait juste un challenge qui avait pas de source code de fourni dans tout ça. Puis, il n'y a pas des stats ça, sur la diapo d'après. Ok, je pensais que tu l'avais skippé, je voyais que c'était plus à voir avec ça. Excellent.
Fait que finalement, il y a eu 0 équipe qui ont réussi le level 4 et le level 6. Ça m'a surpris un peu. Mais je pense que j'ai fait une grosse erreur finalement pour mes challenges. On me l'a reproché pour ceux qui les ont fait. J'ai juste mis 100 points pour tous mes challenges. Je valais toute la même affaire, que ce soit le level 1 qui était vraiment plus facile, puisqu'il y a 14 équipes qui l'ont eu. Sur un total de quoi? 30 équipes qu'il y avait à peu près? 27? OK. Fait qu'il y avait 26-27 équipes, il y en a 14 qui l'ont réussi. C'était vraiment un buffer overflow basic. Les autres challenges, c'était pas tous des buffer overflow, mais level 2, c'en était un aussi. Je dirais pas c'était quoi toutes les autres non plus. Mais en tout cas, de voir les résultats là-dessus, je pense qu'il y avait plus de monde qui aurait essayé les challenges si j'avais mis un peu plus de points, comme on me l'a reproché un peu là-dessus. Fait que chose à éviter si je refais des challenges l'année prochaine. La première équipe, on les voit partout, qui sont en premier tout le temps. Il était combien là-dedans, dans cette équipe-là? C'était Inagin, la première équipe, Return Inagin. Ils ont réussi 5 de mes challenges. Il y a CNT, c'est-tu la deuxième équipe qui a fini? Ils étaient tous 8. C'était 8, ouais. J'ai mal compris ta question. Ils sont 8 puis ils sont rodés, ils se connaissent, ils communiquent. Parce que la communication dans un CTF, c'est super. La méthode, c'est important. La méthode, les outils, puis ça, ils sont rodés. Il y avait des recruteurs, mettons le CRS, ils ont dû. Pourquoi? Mais je te dirais une chose, par exemple, il y a un gars dans cette équipe-là qui, je pense que c'est lui qui a réussi les 5 challenges. Lui, c'est vraiment attaqué à ces challenges-là. Puis lui, sa façon de procéder, je sais pas si vous apercevez qu'il y a level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. S'il n'y a pas de 7, il y a une raison à ça, c'est uniquement parce que je me suis dit, celle-là, j'étais sûr qu'elle allait marcher, fait que j'ai testé le matin même. Puis le chat, c'est déjà commencé, puis finalement, le level 7, il marchait pas, il se faisait pas. Même moi, je n'étais pas capable de le faire. Fait que, il y en a qui pourraient dire que c'est une réussite, mais non, pas tout à fait. Fait que je l'ai tout simplement enlevé des challenges, mais sauf que je l'ai enlevé dans les premières 40 minutes. Là. Fait que je me suis dit, c'est réglé, c'est le level 7, personne ne s'est rendu là. Mais ce que j'ai pas réfléchi, c'est qu'il y a un gars là-dedans qui les a tous downloadés one shot au début, puis qui travaillait sur les challenges. Fait qu'il a perdu plus qu'une heure, peut-être même 2, sur le level 7 avant de s'apercevoir finalement que. Il était pas là. Ouais. Il était dans ta vente. Là, il était un peu déçu, effectivement. Je le comprends. Fait que ça se résume pas mal à ça pour moi. J'ai une bière, excusez. Bon, ma track Nosebleed était de retour pour une deuxième année consécutive. En fait, pour 3 CTF consécutifs. Et malgré tout, il y a juste une équipe qui a réussi à soumettre le premier flag. L'année prochaine. Non, pas l'année prochaine. L'année prochaine. Le premier, c'était de la list search injection. Fait que, dans le fond, c'était une page d'identification, puis au lieu d'avoir un SQL en arrière pour la base de données, c'était un Elasticsearch. Puis, comme n'importe quel interpréteur de requête, on peut faire de l'injection dedans. N'importe quel. On pouvait faire de l'injection, puis du Elasticsearch, c'est pas très répandu pour les bases de données en arrière. Il fallait faire une recherche pour savoir comment injecter. Puis le but de la track, c'était de ne pas utiliser d'outils automatisés. Il fallait tout coder soi-même. Puis ça, il fallait se coder un script qui permettait, parce qu'on pouvait déterminer caractère par caractère, puis il fallait se coder un script pour déterminer chacun des caractères. Il y avait un flag de caché dans les mots de passe. Mais pour obtenir un login mot de passe pour se loguer dans la track, il fallait aussi obtenir les logins. Sauf que les logins dans Elasticsearch, c'est un peu particulier. Moi, la façon que c'était monté, les logins correspondaient au ID des documents, mais les ID des documents ne sont pas indexés, fait qu'on ne peut pas faire de recherche dessus en utilisant de wildcard. Il faut lire correctement la documentation pour savoir que Elasticsearch génère à partir du ID d'un document un autre champ qui est une concaténation du type de données et du ID de document, que ce
champ-là est indexé, fait qu'on pouvait obtenir le nom de l'ID de document comme ça. Ça nous donnait le mot de passe, pas le mot de passe, le nom d'utilisateur, puis en énumérant les mots de passe, puis en postant le hash sur Internet, on avait le login password pour le level 1. Tout est encore au level 1. Oui! Si je peux me permettre une petite anecdote, à un moment donné, je viens m'asseoir à côté de lui. Puis, qu'est-ce que tu es en train de faire, François? L'autre est en train de chercher comment faire le level 1. Je ne m'en rappelle même plus comment on va faire. Mais c'est ça. Ben, ça fait. François, je ne voulais pas le dire. C'est ça, c'est Et correct. tu l'as eu avant. Oui, oui. C'est correct. C'est correct. J'allais dire quelque chose d'autre, ça va sûrement m'en revenir. Ah oui! Puis la plus grande problématique, la plus grande question que j'ai eue sur ma track, c'est j'essaie de me connecter sur le port 80 puis ça marche pas. C'était pas sur le port 80. Puis il y en a qui disent j'essaie de me connecter en HTTP puis ça marche pas. C'était pas en HTTP. Fait qu'il fallait juste faire un scan des ports puis se connecter en HTTPS pour arriver à la track, mais ça a l'air que c'était compliqué. Après ça, lorsqu'on se connectait, il y a un cookie d'authentification qui était généré, puis je ne sais pas s'il y en a qui suivent l'actualité puis qui se rappellent qu'il y a quelques années, le Padding Oracle Attack qui était le framework .NET était vulnérable à ça pour son cookie d'authentification. Fait que c'était un peu le même principe ici, sauf que la twist, c'est que habituellement les tools ils marchent pour du chiffrement en mode CBC. Si vous êtes familier avec le chiffrement, le mode CBC, c'est quand on encrypte le premier bloc, il prend le résultat de l'encryption, puis il va faire un XOR sur le résultat de l'encryption du deuxième bloc pour chaîner puis faire que les données soient pas pareilles d'un bloc à l'autre. Sauf que là, c'est ça, la twist, c'est qu'au lieu que ce soit en mode CBC, c'était en mode CFB. Fait que, typiquement, quand, je vais peut-être inverser, là, mais typiquement, quand on fait une padding Oracle attack sur un cipher mode, sur le CBC, si je me souviens bien, c'est qu'on manipule le premier bloc pour décrypter le deuxième, mais en CFB, il fallait manipuler le deuxième bloc pour décrypter le premier bloc. Fait que c'était ça la passe. Il y avait un flag là-dedans, puis en le soumettant, on avait le flag. Après ça, il y avait un indice dans ce cookie-là aussi qui disait que vous avez le droit. Le but, c'était, en fait, quand on peut décrypter avec un Padding Oracle Attack, on peut encrypter aussi. Fait qu'ils pouvaient changer le rôle qui était dans le cookie, le réencrypter. Puis avec ce nouveau cookie-là, il était logué comme root dans l'application. Puis là, ça donnait un autre flag. Une fois qu'on était logué en tant que root dans l'application, on pouvait définir sur la machine des scripts en JavaScript qui étaient exécutés par Node.js en arrière. Fait que l'administrateur pouvait gérer des modules des modules pour exécuter des calculs sur la machine. Puis une fois que l'administrateur a généré des modules qui peuvent être exécutés sur la machine, en se loguant en tant que simple utilisateur, on pouvait appeler ces modules-là. Fait que, pour pouvoir exécuter le code. En exécutant le code, on avait accès au système de fichiers, puis il y avait un flag, un king flag dans le système de fichiers. Donc, c'est ça. T'inquiète pas, la prochaine fois, le statut durera une semaine et les gens ils auront le temps de valider tes challenges. Pendant que Franck vient. Donc, je veux quand même prendre une partie du blanc pour les flags qui ne valaient pas assez de points, parce que c'est quand même dur à balancer. Puis, des fois, on demande à la personne, mettons, ouais, c'est dur ton challenge, puis elle répond, genre, non. Par exemple, François. Non, moi, c'était voulu que c'était dur. Ouais. En plus, le facteur, c'était un peu. Il était déjà là l'année passée. Mais en tout cas, on va s'en reprendre l'année prochaine. Pas de quoi. Oui, bonsoir, oui, tout le monde, je connais à peu près tout le monde. Pour ma track, ça a été un peu particulier, puisque pour le coup, je suis un peu le vilain petit canard de l'équipe. Moi, je tourne sous Windows. Linux. Voilà. Non, la track était très particulière pour celle-ci. Ça a été un challenge que même Martin m'avait donné depuis longtemps. C'était une idée, c'était de générer une track
entre guillemets dynamique. Le but du jeu de la track était une VM qui tourne évidemment sur Windows 7, sauf que le but de l'OS Windows 7, alors, était évidemment plus ou moins manipulé avant, c'est-à-dire l'install était déjà, on va dire, épuré de toutes les, on va dire, de toutes les mardes, on va dire, de base de 7. Donc on va dire que c'était du 7 32 bits en version N, donc il n'y avait pas Windows Media Player, il n'y avait que IE10 et j'avais même upgradé en IE11 et j'avais été sympa, je leur avais mis administrateur, ils avaient le mot de passe et j'avais nettoyé tous les services. Donc on pourrait me demander pourquoi. Bah, si je ne l'avais pas fait, un certain nombre de choses auraient été que la première chose que vous faites sur un Windows, c'est évidemment de voir qu'est-ce qui veut demander des privilèges. Et si évidemment vous avez peu de privilèges et que, en effet, vous voudriez voir ce qui se passe et qu'en arrière c'était le fait de capter les virus, eux, auraient demandé les privilèges et ça aurait été beaucoup plus facile à les voir. Le fait est de les mélanger à dire je vous donne accès administrateur faisait que par défaut ils étaient au même rang que les virus. Donc là aussi, il fallait qu'eux-mêmes puissent dire est-ce que c'est un accès logique de Windows, est-ce que c'est un accès logique de mes outils ou est-ce que c'est le virus qui discute. Ça a été aussi un peu comme Facebook, le fait d'être 1 milliard fait aussi qu'on peut planquer plein de choses sur Facebook, c'est le but du jeu, donc c'était un petit peu l'idée. Alors la track était compliquée dans le sens où il y avait 3 points. Le premier point était de créer évidemment une sorte de scénario et avec évidemment une notion virale, donc il y avait en effet 4 virus en tout, dont un gros qui en fait pilotait les 4. Et en même temps, il fallait, et c'était ça le plus dur du challenge, il fallait un checker, parce que moi le problème c'est que comme ils avaient la VM qu'ils pouvaient lancer, donc le but était aussi de trouver le premier moyen de lancer le virus, parce que j'avais évidemment tout le risque de gérer qu'ils allaient scanner statiquement évidemment la VM, donc le disque virtuel. Donc s'ils scannaient avec tous les outils sous Linux qu'ils ont, c'était évidemment facile de prendre tous les méta-exploits et l'intégralité de tous les outils qu'ils peuvent avoir pour aller scanner les registres, scanner les lancements et éventuellement tous les points. Donc il fallait trouver certaines méthodes assez judicieuses pour pouvoir au moins dire s'il y en a certains qui sont capturés, j'espère qu'ils vont en louper ou en oublier d'autres pour pouvoir évidemment être forcés à lancer la VM. Pourquoi ? Parce que justement le checker, c'était lui qui allait checker ce que faisaient les virus pour dire voilà les flags selon ce que vous en êtes au niveau de la photo que moi je vois aujourd'hui et de ce que vous avez géré. La photo fait vous avez gagné le premier flag ou le 3e flag, il y en avait 5 en tout, donc par ordre évidemment de dureté en l'occurrence. Et là le but du jeu était que il fallait que le checker soit évidemment à l'intérieur de la VM et ne soit pas lançable en dehors non plus de la VM. Donc ça a été un des points particuliers, le gros risque avec Martin, c'était qu'il ne soit pas brute forçable, qu'il ne soit pas reversing comme pourrait faire Echo, qu'il ne soit évidemment pas externalisable dans une autre machine et puis de dire moi je le lance et puis je vois ce qui se passe. Donc évidemment le checker n'était pas comme ça puisque donc, tout avait été redéveloppé pour le fait que le checker ne tournait que dans sa VM et ne pourrait pas tourner autrement. En termes de virus pur, vous aviez donc pour le premier flag des choses assez faciles. C'était simplement en l'occurrence, alors c'était facile. Disons que pour le coup c'était celui-là qui a pris presque un peu plus de temps, bizarrement, mais c'était de l'injection de mémoire. Donc c'était simplement un mineur que j'avais créé qui se lançait par les compilateurs de Visual.net. Donc il utilisait autant le CSC, donc le compilateur C# que le compilateur VB. Et en fait, qu'est-ce qu'ils voyaient dans leur process? C'était simplement le compilateur framework, mais vraiment avec la vraie string de framework. Sauf qu'il fallait aller plus loin encore pour aller voir qu'il y avait quelque chose qui s'était pris dedans et qui scannait un Y-pool mineur sur un truc évidemment bateau, puisque je ne me suis pas permis de faire miner au Hackfest, mais le but du jeu c'était ce premier flag là. Le deuxième était un petit peu plus, on va dire un petit peu plus compliqué parce que là c'était un système de prise d'Explorer au niveau mémoire. Donc là on était sur c'était pas tout à fait un rootkit, mais c'était un système qui justement checkait à chaque fois l'Explorer pour justement checker une clé registre pour pouvoir lancer le 5e virus qui était le principal, avec une autre méthode. Le 3e et le 5e, alors le 3e et le 4e c'était facile,
Le quatrième, c'était 128 clés Windows qui ont été modifiées pour évidemment les rendre. Ils étaient administrateurs, mais ils avaient le droit à rien. C'était un shell minima. C'est-à-dire qu'ils essayaient de lancer process et tous les noms qu'ils pouvaient connaître au niveau Windows étaient évidemment pas lançables. Des tours de passe-passe au travers de tous les trous de sécurité qu'on peut trouver, même avec les... Donc, pas des trous de sécurité d'exploit classiques, mais simplement de la faisabilité avec Windows pour le faire. Un truc qui m'a fait rire, juste une anecdote, j'avais utilisé une technique qu'on peut faire du file image debugger dans Windows, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un exécutable à la place d'un autre exécutable. C'est quelque chose que, si vous utilisez Process Hacker ou Process Explorer dans Windows, vous pouvez le faire, ou d'autres. Quand vous changez le Task Manager, on utilise cette technique. Mais le seul moyen de contourner cette technique, c'est simplement de renommer l'exé. Donc le fait est, c'est que pour un truc rigolo, c'est que sur une des équipes, il y a un gars qui s'acharnait à essayer de lancer tous les outils de Riznovich, donc Cisterno, l'Autorun, machin et compagnie. Puis il n'y arrivait pas, donc à un moment donné, j'y ai pris la main à distance parce que le cinquième était un rat, donc je pouvais prendre à distance toutes les VM. Et tout compte fait, je l'ai modifié, je lui ai changé en mettant ma grand-mère, .exe, puis je lui ai cliqué dessus et ça a relancé son process, il était tout content, il a pu faire la suite. Mais c'était l'anecdote pour vous dire que c'était pas spécialement vraiment ni méchant certaines fois, mais c'était tellement basique que des fois on n'y pense pas parce que justement, tout le but du jeu aussi, c'était moins ça pouvait être crypté, ou plus ça pouvait être crypté, c'était pas pour autant que je vous emmenais là où je voulais que vous alliez, parce que j'ai utilisé aussi un point pour le checker, c'est que j'allais dans une technique sur le net pour aller justement sur un dépôt. Donc tout était crypté, tout était assez chiant, donc il y a même 3 équipes qui ont essayé en se disant mais j'ai trouvé où tu vas, j'ai même trouvé ton mot de passe, le code, c'est quoi, je fais quoi avec ça? Et ils ont été déçus parce que j'ai dit pendant que vous avez fait ça, vous n'avez pas été faire autre chose et que c'était que du bruit. Mais ça a bien marché mon idée, puisque tout compte fait, vous voyez que tous les APT aujourd'hui de virus font ça. C'est-à-dire ils font du bruit à faire plein de choses à côté pour en fait que ce que vous ne voyez pas est toujours en train de tourner de l'autre côté. C'était un petit peu l'idée. En même temps, il faut savoir que le RAT, donc le dernier tool, d'ailleurs certains d'ici se sont énormément amusés, mais le RAT, donc dès que les VM se lançaient, comme le RAT arrivait à se lancer aussi, donc c'était un pur remote administration, je pouvais prendre, grâce à l'IP que Guillaume m'avait généreusement offert pour la partie game. Donc évidemment, moi j'avais construit le stub et l'IP à l'intérieur. Donc comme le virus de toutes les VM était notifié, dès que la VM lançait, le RAT se lançait s'ils n'avaient pas découvert, ce qui n'a pas été le cas. Et là, d'un seul coup, sur les 2-3 premières heures, on a eu à peu près une quinzaine de VM qui s'arrivaient. Donc la chose la plus rigolote, c'est qu'on pouvait prendre la main à distance. Donc pendant quelques temps, on a éteint les trucs, on faisait des clics à chaque fois, on éteignait les postes, on disait non. L'avantage, c'était de regarder aussi comment tout le monde pouvait faire, évidemment, parce que chacun avait ses méthodes, chacun avait évidemment, donc il y en avait, c'était des bulldozers, surtout la première équipe, parce qu'ils ont essayé. Ils ont quand même mis 3h30 pour faire l'intégralité, mais comme disait tout à l'heure, tantôt Cédric, c'est que pour revenir à la première slide du tout début, où j'avais félicité en highlight sur 3 équipes, j'ai eu quand même 3 équipes qui ont quand même fait ça, entre guillemets, dans la notion de rigueur, de dire je veux comprendre qu'est-ce qui a été fait de l'un à l'autre, puisque ça les a amusés évidemment à essayer de trouver pourquoi. Aussi pour le checker, parce que comme vous pouvez le constater, le checker il était assez bizarre. Je ne peux pas tout vous expliquer, tout vous dire non plus pour des raisons de sécurité sur 2-3 points, mais très rigolo pour ça, c'est que mon Visual Studio, quand j'ai fait le checker, je le retransforme en format chinois. En le retransformant rien qu'en format chinois, l'intégralité de mes méthodes sont aussi en chinois. Donc évidemment, ça fait déjà un bon cryptage, et ensuite tout le reste est offusqué d'une autre manière. Et puis derrière, je réoffusque l'assembly derrière, donc il y a plusieurs évidemment étapes pour le faire. Donc quand vous voyez le code ici, il y a en plus énormément de codes qui sont complètement aléatoires aussi, c'est-à-dire que je crée l'équivalent de pas loin de 50 classes qui servent à rien, mais le temps qu'ils mettent les 50 classes, quand vous mettez sur un IDEA debugger ou un truc, ça fait pouf. Et là, ça fait waouh, ah oui, là, c'est pas cool. Donc, ça fait partie aussi de toutes ces idées. Il y avait plein de choses qui étaient planquées aussi à l'extérieur. Un truc tout bête, on peut planquer des choses dans la variable d'environnement, on peut planquer des choses dans des choses. Et même ça, ils ont du mal à éventuellement avoir l'idée d'aller taper dans des endroits qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, c'est aussi une des raisons. Et en même temps, pour la partie disque, pour tout ce qui est la partie GUID, j'ai utilisé un système qui permet que. Pourquoi les virus arrivent toujours à être plus forts que malheureusement ceux qui essayent de les défendre? Parce que ceux qui essayent de les défendre ont un système où il faut qu'ils mangent et il faut qu'ils vendent.
S'ils vendent, ils vont mettre une super affichette de dire je suis le meilleur antivirus en haut de leur fiche. Ils vont dire dans toute la base de registre, c'est moi tel numéro de société. Ils vont évidemment mettre des traces de partout. Et c'est comme ça que les virus, évidemment, qui eux, normalement, se font le plus discrets, sont logiquement des logiciels consoles. Donc automatiquement, ce qu'ils font, pour créer un GUID, pour créer un hardware identifieur, c'est assez facile d'aller récupérer, évidemment, toutes ces informations-là pour savoir si, en effet, ils essayent d'aller, pour le coup, mettre le checker en dehors de sa VM, puisque j'avais pris suffisamment d'informations pour dire que si tu me lances l'exécutable ailleurs, si je ne retrouve pas ces informations-là, tu ne pourras pas me les lancer. Donc ils n'ont jamais pu, même Engine d'ailleurs n'a pas fait après coup, ils n'ont jamais pu le gérer. Pour finir, en même temps, le root, là, le petit rat, il pilotait l'équivalent de, j'étais un peu vache pour le quatrième, mais c'est fait exprès parce que les APT font ça aussi aujourd'hui. On pilotait 12 adwares supplémentaires. C'est-à-dire que je leur ai mis Search Protect, Zone Alert, PC Optimizer, enfin c'est à peu près, je sais en piloter à peu près 25, donc j'en avais mis 10 ou 12, et comme je savais où ils se mettaient, de quelle manière ils se mettaient, j'avais listé justement que s'ils me les éradiquaient d'une certaine manière, je faisais une sorte de check de pourcentage où à 70% c'était checké, je leur donnais le flag, évidemment parce qu'ils ne pouvaient pas tout enlever non plus. Donc voilà, c'était un peu en gros là-dessus. Il y a une deuxième passe. Oui, c'est ça. Donc c'était du VM 32 bits closed. L'environnement était évidemment dynamique. Donc tout le monde a démarré, je crois qu'ils ont démarré vers les midi, je crois, et les dernières ont été jusqu'à 21h à peu près. Donc, ils ont fait alors il y a eu 40 clés de registre par rapport au système clé Windows, mais en tout ça fait un petit peu plus 128 ouvertures évidemment sur le Windows. Il y avait donc de l'injection RunPE sur le mineur, il y avait le Rat Launcher, il y avait 7 adwares, pas 12 excusez-moi, il y avait 7 adware family, donc il y avait Search Protect, il y avait Storm Alert, il y avait Livecom. Alors j'ai fait un peu de blague avec Livecom parce que ça mettait une petite bonne femme en mémoire à côté pour dire si vous avez un problème, appelez-nous. Évidemment, c'était un peu le but. Et évidemment, le take control à ce niveau-là. Je crois qu'il y a juste les stats après, je ne suis pas sûr. Oui, voilà. Et au niveau des équipes, tout compte fait, il n'y a que la partie 2 qui a été quand même pas mal trouvée. Le 1 a eu du mal. Et puis le 5 à la fin, quand ensuite on passe. Le 4 était, comme je vous le disais, le 4 c'était vraiment la partie des registres par défaut du Windows 7. Donc reprendre la main, il y en a certains qu'on refait en mode sans échec, un utilisateur, et puis ils sont repartis avec leurs outils, ou il y en a un qui a arrêté l'Explorer exe ou carrément le shell d'origine, puis ils s'en ont mis un. Enfin, ceux qui ont l'habitude, comme les gens d17 et d'Engine, ceux-là avaient géré, mais même eux ont eu un petit peu, mais écoutez, tout le monde a l'air de s'être bien marré, nous aussi d'ailleurs. Comme on voulait savoir comment c'était au travers du scénario, on ne pouvait pas non plus aller, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, sauf que c'est vrai qu'Echo a donné quelques lignes. Le checker fait un petit peu plus de, je crois que c'est 500 lignes à peu près. Par contre, pour le RAT et toute la gestion, on est à un peu plus de 6000 lignes de code. Le problème, c'est que ça fait quand même 3 mois de boulot et essayer de gérer le point. Donc ça a été compliqué après. Le plus difficile était de dire est-ce que je vais trop loin, est-ce qu'on va pas trop loin. Donc il y a quelques idées pour l'année prochaine, mais ils vont avoir du fun parce qu'on va accumuler d'autres Windows et faire d'autres points. Merci à vous. Ça c'est Stéphane. C'est Stéphane. Ça c'est toi. Tu m'as mappé des trucs que la semaine dernière. Ah, c'est bon. Finalement, cette année, j'avais fait un forensic. Il fallait finalement trouver 6 mots de passe dans un DOM de disque dur d'un Linux, qui est un Ubuntu. Finalement, les 6 mots de passe, finalement, c'était le hash du mot de passe du user HFCTF. Un autre, c'était dans la cache de Firefox. Il y en a un autre, c'est dans l'utilitaire Rimina pour prendre des serveurs à distance. Tu pouvais sauvegarder ton mot de passe d'authentification, puis finalement, tu étais capable de le retrouver dans les options, dans les configurations, le mot de passe. Il y en a un autre, c'était quand tu utilises l'outil Xentool pour créer des VM, des VM automatisés, lui, il génère un log, puis il crée un mot de passe root par défaut, puis il met ça dans ton log.
Fait que finalement, dans le log, tu avais le mot de passe root qui était écrit. Il y avait aussi dans le GNOME Keyring. Ça, finalement, c'est l'utilitaire pour gérer tes mots de passe dans GNOME. Avec le mot de passe que tu retrouvais du hash, tu étais capable d'aller ouvrir le keyring puis aller retrouver les autres mots de passe de connexion SSH. Puis sinon, le dernier, c'était dans Network Manager. Fait que tu étais capable de sauvegarder des mots de passe de Wi-Fi, mais tu étais capable d'aller voir le mot de passe en clair du Wi-Fi. Sinon, il y a aussi cette année, moi j'aime ça mettre un petit peu de Wi-Fi à chaque année. Fait que j'ai mis un petit Wi-Fi en PEEP. Finalement, pour changer un peu le concept de briser des access points, ben là je mettais un client à briser. Fait qu'il y avait 0 access point, c'était juste un client qui tentait de s'authentifier à un réseau qui sans fil, un access point qui c'était hashpool Wi-Fi, là, pour rester dans le concept du scénario. Puis finalement, le but c'était de créer un rogue access point en WPA entreprise ou en PEEP. Puis le client s'authentifiait sur toi, puis tu étais capable d'attraper son username et son password hashé. Il fallait que tu craques le hash pour retrouver le mot de passe. Avec ça, tu étais capable de trouver le flag. C'est plus en jouer. Le Wi-Fi, il y en a 3 qui l'ont fait. Puis le Forensic, il y en a beaucoup qui ont trouvé plein de petits mots de passe. Mais je pense qu'il y en a peut-être 3 aussi qui ont réussi à faire le Forensic au complet. Mais ouais, il était quand même assez dur. Sinon, cette partie-là, c'était à Stéphane. Toi, je vais prendre sa poche et son sandwich. Ouais, il faut pas. J'ai compris le message tantôt. Moi, j'avais fait dans la même veine que Cédric. Vous travaillez sur du Windows parce que la majorité des entreprises ils ont tous du Windows. Puis c'est tous des tricks que vous pouvez faire dans vos propres entreprises pour péter vos Windows. Parce que souvent dans les CTF, c'est beaucoup de logique, mais on dirait que les gens ne font pas vraiment de pen testing. Tu sais, c'est comme des défis logiques tout le temps, mais genre faire du simple pass DH, on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse ça. Fait que c'était comme une portion CTF tutoriel 101 de pentest. Donc, Forensic, le premier, Win01, j'avais juste mis un fichier SAM avec le Hive system puis SAM des registres d'une machine. Il fallait juste extraire le fichier SAM. Puis, si je me rappelle bien, c'était un des hash qui était le mot de passe, si je ne me trompe pas. Le deuxième, il était comme un peu plus compliqué. Le Win02, lui, je me suis amusé. Je ne sais pas si vous connaissez Cain et Abel. C'est comme un tool Windows pour faire du man in the middle. Le gars, il a intégré comment faire du man in the middle sur des connexions RDP quand vous prenez un serveur à distance. Ça, quand vous faites un pen test, que vous êtes dans un réseau local, c'est assez tueur si vous voulez ramasser des credentials rapides. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ça serait le fun, au lieu d'utiliser Cain et Abel, de comprendre comment ça marche et comment il fait. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais extrait le certificat d'un serveur Windows sur lequel, d'un client, je me branchais sur ce serveur-là, j'avais tout mis dans un PCAP. Puis ce qu'il fallait faire, c'était décrypter le PCAP avec le certificat que je transférais en FTP dans le même PCAP. Fait que vous aviez juste à extraire le certificat du PCAP, après ça, décrypter la connexion RDP. Et après ça, là où c'était le fun, c'est qu'il fallait trouver le document qui explique comment ça fonctionne RDP, puis parser le PCAP pour ramasser chaque touche qui était tapée, puis vous aviez le mot de passe qui était le flag. Après ça, pentest, il fallait scanner une machine. Il y avait un serveur SQL qui roulait là-dessus avec un user SA sans password. J'ai donné toutes les chances du monde à tous ceux qui devaient rentrer là, parce qu'en plus d'être SA, le process du Microsoft SQL, il roulait système. J'avais désactivé UAC sur le serveur. Comme tout était là pour un beau pawning en règle. Fait que quand vous rentriez dans l'SQL, il y avait une BD. Je pense que c'était Lame Corp, quelque chose de genre, puis il y avait une base de données avec un mot de passe dedans. Le mot de passe, c'était un flag. Ça, c'était encore dans le 1. Il y avait le flag dans la base de données. Le deuxième, si vous réussissiez à popper un shell en passant par les store procedures du MS SQL, chose qui est toute déjà dans Metasploit. Il y avait un cflag.txt. Ensuite, il y avait un service qui roulait. Puis,
quand vous dompez les mots de passe des services puis des comptes de services, je ne sais pas si vous le saviez, mais par défaut, sont en clair en mémoire. Fait que, aussitôt que vous avez un compte admin, vous devenez système, vous faites un LSA DOM, puis vous allez ramasser tous les mots de passe des services, qui sont tous en clair. Fait que s'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il mettait un agent de backup et qu'il utilisait un compte de domaine qui est domaine admin, parce que c'est ça que ça prend, tout le temps, ben, vous ramassez un compte de domaine admin de même. Après ça, la logique voulait que si vous étiez admin sur le poste, ben, il fallait vous-même faire ce que j'ai fait ici. Il fallait ramasser le fichier SAM puis extraire les hashes. Puis il y avait un des hashes, c'était un flag. Puis finalement, ben, je me suis inspiré de la track 2 aussi. Ici, quand j'ai extrait le certificat du serveur, ben, je me suis dit, OK, on va le faire ici, on va le faire, ça va donner un flag. Lui, il valait plus cher. Fait qu'un coup, vous étiez système sur la machine, il fallait utiliser Mimikatz pour extraire le certificat du service remote desktop. Puis vous faisiez un SH1 de tout ça, puis ça vous donnait le flag. Je pense que le slide aussi, c'était bon. Oui. Ouais, il y en avait un autre, misconfig. Ceux-là, je donnais les portes d'accès direct. Il y en a un que vous branchiez, genre en SSH. Il y avait juste un fichier, c'était flag.txt. Puis dedans, c'était écrit oui, je suis en anglais, là, oui, je suis bien là, mais si vous me bougez, vous allez me perdre. Puis il y avait un alternate string dans le fichier, puis le flag était dedans. Pass the hash, je donnais le hash. Je donnais le hash d'un mot de passe avec un login. La seule chose qu'il fallait faire, c'était se brancher en faisant du pass the hash sur le share pour ramasser le flag qui était là. Puis le fameux shell shock, on ne fait pas passer à côté de ça cette année. Fait que lui, il vous branchait en SSH, mais le shell il était comme bloqué. La seule chose que ça faisait quand vous branchez en SSH, ça faisait un LS du répertoire courant. En faisant le LS, vous voyez qu'il y avait un flag.txt. Fait que vous aviez juste exploité la faille de shell shock qui consistait à injecter une variable d'environnement à votre commande, puis vous bypassiez la restriction, puis vous pouviez faire la commande que vous vouliez. Dans ce cas-ci, c'était 4flag.txt, puis vous aviez le flag. Je pense que ça termine ma portion. Puis ça, c'est les stats. Fait que c'est les stats. Ça, c'est les stats. Et ça, c'est cette track-là est un peu particulière parce que je voulais quelque chose qui n'était pas technique, quelque chose qui n'était pas commun. Mais dans le fond, le concept était vraiment de recouper l'information et de trouver quoi faire avec pour les mettre ensemble pour trouver d'autres informations. Fait que, comme on voit ici, il y avait de l'information sur le serveur, il y en avait sur Internet. Comme quand tu as un nom de quelqu'un, le premier réflexe que tu aurais, c'est de regarder sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, ces affaires-là. Parce que c'est vraiment là qu'il fallait commencer après avoir ramassé l'information de base sur le site intranet qui avait été fait. Après ça, sur le site intranet, il y avait comme une liste un annuaire dans le fond. Puis il y avait genre 60 000 lignes, puis il y avait un minimum un nombre fixe de lignes par page. Il y en a qui faisaient suivant sans arrêt. Le but c'est de faire un script pour ramasser l'information. Non, pas vraiment. L'année passée, on avait eu des bugs à cause que le monde avait lancé des scripts pour scraper toutes les datas sur le serveur, mais ça plantait un peu beaucoup de temps avec la face. Fait que là, cette année, on a pris Engine, puis ça a super bien roulé. Un autre là-dedans, moi, l'année passée, j'avais déjà fait des tracks sur les mots de passe. J'ai intégré une autre façon. Et que, à partir des informations que tu avais ramassées aux différents emplacements, il fallait que tu mettes ça ensemble, puis faire une wordlist. Puis avec la wordlist, tu fais des essais de mots de passe. La première partie, deuxième partie, tu alternes avec le numéro 1, 2, 3, 4. Faire beaucoup de force un peu comme ça avec ces mots-là. Puis, un des flags, c'était vraiment de trouver le mot de passe du flag qui était dans la base de données. Un autre partie, c'était comme il y avait du texte en russe, il y en avait en anglais, il y avait d'autres affaires, il y avait des trucs géographiques. Un des numéros, c'était de retrouver où que la personne était rendue à telle date. On s'entend que les réseaux sociaux, quand il y a des posts, tu as eu une heure. Quand tu envoies un email, tu as une heure. Sur
Sur le serveur, il y avait un espèce de backup de mailbox, hein, qui avait aussi d'autres informations chronologiques, géographiques, etc. Il fallait tout recouper ça ensemble pour trouver où la personne était rendue. Puis il y avait aussi une partie de Google à faire pour savoir à quoi ça faisait référence, ça fait là, c'est un mot que je connais pas. Premier réflexe, Google, premier lien qui va te donner plus d'informations, puis prends ça en note. Un peu comme toi à Minsk à l'époque. La mailbox était brisée. J'avais changé le premier caractère avec hexadécimal, il y avait d'autres moyens d'y accéder. Il y avait à la base, ça avait l'air de 2 personnes à retracer, mais en fait, c'était 2 personnes qui étaient la même, 2 identités. C'est facile sur Internet de faire 2 identités aussi. Les 2 traits. La facilité a été inverse de ce que je pensais. Ce que je pensais le plus difficile a été fait le plus souvent, puis le plus facile n'a pas été fait. C'est pas sorti à comprendre pourquoi, mais c'est bon. Okidou! Puis là, t'appuies sur la flèche. Y'en a-tu qui codent en PHP? Ouais. Super. Qui essaie de pas coder en PHP. Je sais. Qui essaie de pas coder en PHP. Ben, grosso modo, cet été, pour être des choses, j'ai fait une track de 6 flags qui cherchait un peu à montrer les aberrations, les manques de consistance dans le langage de PHP, mais avant que je pensais que j'étais un anti-PHP, j'ai appris la programmation avec PHP. J'ai quand même un certain respect pour ça et pour ceux qui codent aujourd'hui avec ça. C'est juste qu'à terme, c'est pas, selon moi, le meilleur langage, parce que la code n'est pas consistant. Fait que grosso modo, Tous les langages ont ces problèmes. tout. À moins que ton langage soit très limité à Paradal. Ah, mais si on compare, mettons, à Python, c'est pas la même chose. Python est déjà plus. Ouais, pour la version 3, sur la version 2, c'est un peu du PHP 2.0. On y essaie. La théorie des langages. Puis on prend par. Fais 3 bières, tu vas être d'accord. On voit là-dessus. Fait que grosso modo, puis un truc aussi que j'ai fait cet été, je voulais monter chez moi un environnement sur un seul serveur, mais avoir plusieurs environnements web qui se parlent. Puis ça, je me suis mis à apprendre là-dessus. C'est là que j'ai appris PHP FTM, comment ça marche, Nginx, les chevaux, ces choses-là. Fait que j'ai décidé de prendre un challenge fondé là-dessus. Grosso modo, les 6 challenges ouvraient dans 6 environnements différents avec des identités différentes, fait qu'ils ne pouvaient pas se parler. Je pouvais même avoir des configurations différentes, exemple, sur un, je disais, ok, tu peux faire shell exec, ou si l'autre tu peux pas, etc. Fait que c'était ce que j'ai eu bien de fun à faire ça. Puis tout ouvrait sur une machine, donc un serveur web à configurer, mais plusieurs fichiers de config, c'est un peu plus simple. Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis les challenges, en gros, les premiers, c'était des classiques. C'était, mettons, le premier avait un shell C99. Dans le fond, qu'il fallait trouver l'exploit. Parce que c'est un shell connu sur Internet, C99. Si tu, mettons, tu hackes une machine, souvent c'est ça que tu vas uploader pour avoir accès au fichier. Ben, ce shell-là est connu pour même si tu mets un mot de passe dessus, tu peux bypasser le mot de passe. Fait que là, je me suis dit, bon, on va faire un track avec ça. Ça, c'était le niveau 1. Les autres, je ne me rappelle pas des détails 2, 3, 4, mais grosso modo, il fallait abuser de certaines configs de PHP. Je donnais un PHP info, puis je donnais la page web. Puis avec le PHP info, il fallait abuser. En fait, j'étais même généreux, je donnais un eval. Je donnais carrément un eval, mais je disais, ok, je le ordonnais assez pour que ça devienne un challenge finalement. Fait que ça, c'est les jusqu'à 4. 5 et 6, c'était des brainfuck que je pourrais montrer. On a tout le temps sur le GitHub. Ouais, va sur GitHub, mais je vais faire une petite démo rapide. Vraiment rapido. Mettons. Ça, c'est un des challenges. Fait que, voyez-tu bien?
On vous donne du code. En fond, vous avez 4 entrées. A, B, C, D en get. Il faut que votre objectif, c'est de rentrer ici. En fond, si vous satisfaisez les 3 ifs qui sont là, les 4 ifs même, pas que le flag en face. Fait que c'est le genre de truc qu'on avait. Puis les inconsistances qu'on a, je vais vous montrer la solution juste en haut. C'est peut-être suivant. C'est le premier ou le deuxième? Ouais, ça c'est le 5, c'est le premier. Ben, le pire, c'est le 8. Non, c'est pas peu importe. La solution-là fonctionne. Un exemple d'inconsistance, je vais aller au bord. Okay. Il faut que toutes les valeurs soient différentes. Ça, c'est le premier. Ça veut juste dire qu'il va être différent. Après ça, ici, B doit être triple égal. Triple égal, ça, c'est vraiment valeur identique. Okay. Le type égal, puis la valeur est égale. Égal à 0, 1, 4, 4. Il y en a-tu qui savent c'est quoi ça? Oh, oui. Okay. Et là, il fallait chercher c'est quoi ça donnait ça. Puis il faut que O c'est égal à C, mais juste double égal. Là, ici, initialement, on a dit qu'avec toutes les valeurs, c'est différent. Donc là, il y a un aviose avec le triple égal et double égal. Je n'irai pas dans les détails parce que c'est un peu long, mais vous avez la solution ici. Après ça, là, il y avait une passe avec le nul. O, c'est égal à 2, mais 2 soit plus petit que moins 1. En fait, la passe, c'est que 2, si tu le mettais nul, il était plus petit que moins 1. Nul. Nul, vous voyez ici, là, A, B, C. 2, il n'est pas seté, donc 2, il va être nul. Sauf qu'il faut que c'est égal à A. On a dit en haut ici que A, c'est égal à C, mais que. Ah, c'est ça. Je suis déjà perdu. Grosso modo, avec le nul, là, ça vaut plein de choses. Si vous comparez nul avec 0, ça va donner trou. Si vous comparez nul avec moins 1, ça va vous donner trou. Il y a plein de scénarios où ce que nul est trou. C'est ça qui est un peu spécial avec l'octal. L'octal et l'intégrale normale sont différents en PHP aussi, comme tu compares parties. C'est comme ça que j'avais trouvé la solution du 5. J'ai mis le 2 en octal et le 1 en décimale, puis c'était différent, ça passait. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est ce que je voulais montrer. Vous regarderez ça à tête reposée, je le fais rapidement, puis ça fait un petit bout que je l'ai fait, je suis un peu perdu. Mais... Grosso modo, c'était un brainfuck que le monde devait se passer la tête dessus en naviguant un peu des trucs. Fait que ça en est un. Puis il va être sur le guide. Un que j'aimerais montrer, que j'ai découvert grâce à Guillaume, juste en arrière, cet été en allant à Hope, à New York, dans le train. En fait, lui, il a pris dans le train, il m'en a parlé après. C'est un abuse avec Tar. Dans le fond, j'ai fait un petit binaire, mais le binaire, tout ce qu'il faisait, c'est rapper un peu ce que j'ai pseudo-écrit là. Ça fait un Tar de CVZF, donc ça zip, ça fait un archive avec ce nom-là, de 3 fichiers. Mais l'affaire, c'est que ça roule avec un set UID. Puis le flag, on peut juste le retrouver avec le set UID, l'identité de plus. Il faut absolument trouver une façon de rouler The Backupper d'une manière à ce qu'on fasse afficher un flag qui est dans une autre identité. Puis en gros, la passe, c'est que dans Tar, on peut mettre des noms de fichiers qui vont être interprétés comme des commandes dans Tar, par défaut. Ça, c'est bon à savoir parce qu'on fait tous nos backups souvent avec Tar, souvent c'est une cron job qui roule en tant que route. Mais il y a des passes où que tu peux justement rouler une commande arbitraire en tant que route, si on n'est pas conscient de ça. Fait que dans le fond, ça se fait en 2 étapes. On fait un fichier qui s'appelle - checkpoint égale 1. C'est ça, c'est un peu ça le concept. Checkpoint, c'est la notion, c'est une passe pour dire dans Tar, à chaque fois, mettons, si tu mets à 1,
à chaque fichier, il va exécuter la commande après. Fait que c'est des choses, par exemple, à tous les 10 fichiers, print-moi je backup. Des choses comme ça. Fait que l'exploit, en fait, c'est qu'il fallait juste dire, bah, OK, checkpoint, on va le mettre à 1. On va se faire un fichier, en fait, qui s'appelle checkpoint. Puis quand on va rouler ça, ça va l'interpréter comme un argument à tort. Puis après ça, on dit, d'une autre part, on dit, bon, quand tu vas être rendu au checkpoint, exécute un shell. Mais le défi là-dedans, là, ça va facile ici, mais tu peux pas créer un fichier avec tous les caractères possibles. Puis c'est parce qu'il y avait une certaine. Ça marchait, il y avait d'autres façons aussi. Fait que. Vous lirez sur Internet, il y a des meilleurs exemples que ça, puis il y a du monde qui se sont fait avoir avec des techniques comme ça. Ça c'était ça, puis après ça, l'autre SSH, c'est pas vraiment de. Pas sûr qu'à roule, par exemple. SSH, en fond, c'était des shows d'OpenBSD, donc on se connectait à SSH, puis du level 1, on pouvait aller au level 2, du level 2, on pouvait aller au level 3. C'était un level up. Puis vraiment, là, je m'amusais avec des restrictions de 6 corps, donc votre shell, je pouvais dire, OK, il y a droit de faire 4, mais juste sur tel fichier, à droite de faire LS. Vous aviez LS, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser. Quelque chose comme ça. Fait que. C'est pas mal ça. OK. C'est nice, ça. Donc, pour ceux qui étaient là cette année, grosso modo, il y avait une nouvelle infrastructure. Puis l'évaluation des besoins en termes de bande passante, il a été décidé de la faire avec un système de monitoring comme CATI pour savoir si le matériel suffisait à la tâche. Et la réponse était oui. Donc, dans le fond, pour ceux, y en a-tu dans vous autres qui ne connaissent pas CATI? Bon, ça répond pas mal à la question. Fait que, s'il y en a qui connaissent CATI, même les autres. Y en a-tu qui connaissent CATI? Non. C'est bon. Je ne suis pas habitué d'être là. Fait que grosso modo, CATI, ce que ça fait, ça génère des stats. C'est sa seule et unique raison de vivre. Ça génère des stats en interrogeant les machines configurées pour répondre à des requêtes SNMP. Fait que tous les appareils réseau étaient configurés pour répondre aux requêtes de CATI en SNMP. SNMP, c'est un protocole d'information qui pourrait chercher justement de l'information sur à peu près tout ce qui se fait sur une machine. C'est incroyable. Fait que quand on dit des stats, tu peux avoir les stats de RAM, des stats de bande passante, upload, download, processeur, utilisateurs connectés pour des machines Linux, tu peux avoir les process, tu peux avoir, par exemple, pour des firewalls, tu peux avoir comment il y a de VPN ouvert, c'est un paquet d'affaires. Fait que là, dans le fond, ça, ce qu'on avait fait, c'était pour sortir les stats des équipes. Chaque équipe était isolée dans le VLAN, puis chaque VLAN, on ramassait l'information que ça sortait. Ça, dans le fond, c'est un petit résumé de ce qui s'est passé, mais on peut aller le chercher à une minute près, la moyenne à la minute. Fait que ici, on peut avoir à peu près une idée de ce qui se passait comme genre de trafic. Comme ici, on en voit une qui est assez intense. Ça a tenu 5 mégabits pendant au moins 2-3 heures. C'est ici. Hein? Comment? Non, dis-nous ce qui s'est passé. Non, ils ne sont jamais revenus avec ça. Mais non, je pense que c'est à l'autre page que ça a cogné encore plus. Ouais, c'est ça. C'est celui-là ici. Puis c'est ça parce que le vert, c'était de l'upload. Tu sais, la différence, la ligne bleue, c'est les spikes, c'est les downloads. La ligne verte, c'est l'upload. Ça, ici, tu voyais, c'est 300 bits. Fait que là, c'était des équipes qui n'avaient pas de connecté. C'était vraiment juste la communication boboche que les appareils avaient. Mais toutes les autres, dans le fond, les spikes vont être associés probablement à des scans. À des... Ah oui, c'était. T'as raison, t'as raison. 15 mégabits. Ah non, non, les autres qui ont poussé. C'est ça. Non, le vert, je pense que c'était le download, puis le bleu, c'était l'upload des informations. Parce que pour ça, il n'y a personne qui n'a aucune idée. 10 mégabits pendant quoi? 2 ou 4 heures. Puis, non, parce que ça ne correspondait pas à nos stats sur l'Internet par rapport à la sortie vers l'Internet. Puis c'était trop stable. Non, c'était toi qui voulais passer
mon challenge de prog. Est-ce que tu as accès directement au serveur de Cacti? Tu peux voir l'IP distant, enfin le. C'est si tu peux. It works! Sinon, il y a ça. C'est ça, c'est 172, 176, c'est ça. Je viens de voir que ça marche. Flash. Wow! Et t'as pas ton mot de passe dans le username. Admin. Yes, mais C'est ce qui doit faire. Ah, shit, il y en a qui ont changé de mot de passe pour vrai, ça peut Je sais que pendant quelques heures, ça s'est fait, je me suis rendu compte à un moment où on a craché en fait. C'est Xavier Hamad qui fait ça. Ah, tu peux voir ça. Les mots de passe, ça change. Sur F12, ça marche. Ouais. Ouais, je vais peut-être Tous les fans. Attendez, bougez pas, j'ai tout le temps qu'il a fait. J'avoue. Lui, il va vendre des vidéos. Quand la vidéo marche noir. Ton email à Martin. C'est quoi ce service dans notre image? Ah, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est peut-être Bon, dans le fond, pour vous donner une petite idée, quand ça c'était la console administration. Fait que ici, on pouvait avoir tous les devices qu'on avait créés. Fait que là, dans ce cas-là, c'était probablement les access switch, les core switch, les switches de distribution. On avait 2 SX, puis serveur de monitoring, par exemple, qui était surveillé par Cacti. Fait que, juste vous donner une petite idée de quoi ça peut ressembler. Alors là, je suis pas le monde avec la souris. C'est pas une souris, surtout. Ça, dans le fond, ben là, le Cacti roule, fait que ça, c'est comme les stats du serveur de monitoring en ce moment-ci. Il n'y a personne de connecté, les process, la bande passante. Ça, c'est la bande passante qui est utilisée par le serveur de Cacti pour faire sa supervision. Fait que c'est quand même pas si pire. Son inbound est un petit peu moins violent que son outbound. Chez vous, ça va? Non, il est dans le rack chez Mon eux. pendant le Hein? Oui, oui. C'est ça. Si tu veux, sur les 7, Ça va avoir quoi? Ça va les deux? Oh, oui, on va aller. On a 17. Oh, novembre. Martin, il sait pas, j'ai poussé une vote. J'avoue, il peut faire ce qu'il veut encore. Ok. Il t'a isé. J'ai une interface qui ne connaissent pas. Au 8, c'est ça. Ça a arrêté à 2 heures. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Je sais que c'est bon ça. Ça marche. Bon, fait que là, dans le fond, on peut ajuster l'échelle comme on veut. Puis lui, il était configuré à minute. À minute près par défaut, c'est aux 5 minutes. Là. Ouais, tu veux que je te le mette un peu, je vais te le mettre à 10 heures. Le CTF a commencé à 10 heures. Je vais te le mettre à 10 heures. 10 heures. 10 heures. Il a commencé à 10 heures, oui. Ouais, mais je l'ai déjà, ça. Fait que ça, par exemple, on voit un peu le trafic qui était généré sur laquelle c'est l'access switch 0101. Ça, c'est une de nos switches. Fait qu'on voit qu'il y a des spikes genre à 50 mégabits. Fait que une switch qui marchait en gigabit n'a jamais vraiment été sollicitée. Ici, c'était les différents ports. Dans le fond, c'est ça. Ça, c'est juste des petits trucs pas. Par seconde. Ouais. Non, ce qui est intéressant, là, c'était, par exemple, les core switch, il y avait un petit peu plus de stock. Core switch, le CPU usage, la memory, la température, c'est les trafics. C'est ça, mais c'est ça, c'est une grosse moyenne.
C'est vrai, il est carré pas mal. Ouais, il est correct. Ouais, quand c'est rendu historique depuis le temps. Ouais, il est rendu. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça, il l'a pété. Bon. Non, c'était vraiment comme ça. L'Internet, c'était J'ai des vies constantes. Ça a été. Avec les voix, ça doit pas. Ah, ça s'est pété. On va-tu tâter trop? Ça, dans le fond, c'est comme l'espèce de mode arbre que tout le monde, que le guest peut avoir accès, mais nous autres, on a utilisé pour faire notre survey. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait y aller interroger par équipe directement. C'était. Comment on écrivait Team? Team 05. Oups, ce que j'ai fait, j'ai accroché un piton, Martin, c'est ton avis. Non, c'était au Grand Papa. C'est Windows Center à la rescue. C'est quoi, tu veux-tu voir un peu? Dans le fond, c'est ça, ben, Team 05, on est capable de les sortir de même. C'est quoi le trafic qu'ils ont sorti par rapport à certains mots-clés? Si on va avoir toutes les équipes, ben, nous autres, c'est ça qui est intéressant dans Cacti, c'est que pour les interfaces Cisco, il était capable d'aller chercher l'alias qu'on donnait au nom de l'interface, puis ensuite on pouvait organiser le filtrage en fonction des alias comme ça. Fait que ici, par exemple, là, j'ai toutes les teams. Si je veux avoir, je pense que j'ai CPU, si je veux avoir les CPU usages, je peux tout sortir les CPU usages juste avec ces petits mots-clés-là ici. On peut avoir aussi, on peut avoir memory. C'était ça ici, on avait eu un petit problème avec. Ah, je veux pas de. Je sais pas comment tu l'as. C'était mieux qui est dans Ouais. D'accord. Par exemple, au début, on avait un petit problème parce qu'on avait stocké notre cacti dans une partition qui était légèrement petite, puis ça a donné quand on se poule à la minute près, ben mettons, à remplir vite, que ça marchait pas trop, il a tout fallu refaire ça. Fait que c'est ça, on peut tout avoir aussi, on peut monitorer les partitions. C'est ça que je sais que. La route était à l'heure. C'était triste. La cour en pas. On avait dit ça qu'on avait appelé Internet. Je suis sur la minute, pas devant. On a une slide. On a une slide là-dessus. C'est la dernière. C'était dans quel pour Switch? J'ai cliqué sur la raison de purée, excuse. Non, ça va marcher, on va juste prêter ça. Prêter les copies. Hein? C'est quoi le max? Le max qu'on a eu, dans le fond, ça a été 140 mégabits pour 3 équipes pendant un intervalle d'à peu près 2 minutes. 3 équipes, mais. Ah non, ça n'a pas été sollicité en fait. Moi, j'étais. 3D On a acheté trop l'Internet. 140 mégabits. Ouais, cette année, on avait 200 mégabits. 200 mégabits dans l'autre, puis 30 en offload. Ça a fait la job. Ouais, Un peu de commentaires à la lenteur. Non, moi j'ai eu un commentaire de. C'est normal, je download à 10 mégabits. Celle-là ici, tu vois, c'était celle-là ici. Firewall 01 TH0. Ça, c'était le lien ici qui est en bas, qui était pour l'Internet. Il s'est vraiment fait péter, par exemple. Archivé. Mon graphique, il est vraiment là. Ouais, lui, il est sauvegardé. Ouais, ben là, il faut ça. Maman aussi. Pour l'année prochaine, ça sort. Ouais, C'est bon. Comment qu'on met quoi? C'est bon. Je pense que c'était pas mal tout. Ils sont mauvais anglais. Donc, la morale de l'histoire, l'infrastructure était assez solide pour beaucoup plus d'équipes. Puis ils m'ont dit de ne pas lancer le défi d'essayer de traiter l'investissement. C'était que Ça veut dire que ça peut scaler. ça peut scaler. C'était pas essayer de le saturer. Je sais pas, je savais que ça. Ah, mais ce qu'on voit, on peut s'assurer, ça, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Ça me sature. Ça marchait bien. Le scoreboard, ça saturé. Au début. Ah, c'est pas certain qu'il a affiché le dernier. J'ai acheté une slide. Ouais, il reste une slide. Mais c'est ça, c'était quand même quelque chose qui est intéressant à être implanté, le CACTI. C'était. Tu peux savoir quand il y a des utilisateurs qui arrivent à se connecter sur ta machine, fait que tu peux amener peut-être ben, je sais pas, on verra s'il y a une méthode pour savoir il y a combien d'équipes connectées sur une machine en même temps, ça pourrait être intéressant. Tu verrais le graphique user connected. Bon. Là, je peux. Ça pourrait être cool. Ça fait drôle.
c'est bon ça. Petite mise en contexte, by the way. Max, ça doit être un des seuls qui fait pas 8 heures d'informatique par jour. En fait, il fait ce qu'on appelle du pipe fitting, il est plombier officiel. Good job. Quand même cool de pouvoir mettre des heures à l'extérieur et de monter des trucs comme ça. Oh, Internet. Pour finaliser, Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que Max, en plus, a quand même fait une petite blague lors de la présentation de samedi soir en précisant à toutes les équipes qu'ils étaient vraiment minables parce qu'ils n'avaient pas justement utilisé toute la bande passante. Ils étaient un peu déçus. Donc on le remercie pour l'année prochaine. On vient d'avoir encore des menaces de mort pour la suite du jeu. fait que, pas mal dans la slide, je veux dire, on va compléter ça rapidement parce qu'on veut tout aller boire la vieille. Mais finalement, on avait l'Internet Taricom 200 mégabits, puis comme on peut voir dans les stats, on n'est pas allé chercher ce qu'on pouvait. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est qu'en 2 jours, on a utilisé comme 200 gigs d'Internet. Puis moi, je recevais des emails sur mon cellulaire comme hey, attention, vous allez buster votre chose d'Internet. On avait 750 gigs pour le mois, mais quand t'en as 200 en genre une journée, ils doivent t'avertir. Mais sinon, ça avait marché tempête une fois branché. Puis, rentrer pour vous autres, puis Internet. ouais, c'était notre Internet. C'est Notre Internet. C'est un bon service, du coup? On en reparlera à côté d'une bière. Fait que ça complète pas mal tout. Moi, j'ai réservé pour 12 personnes aux 3 brasseurs. Fait que fiez-vous pas au nombre, faites juste vous pointer puis ils vont nous trouver de la place. Sinon, on boira de bout. Lesquels 3 brasseurs, mais il y en a 2 dans tout. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y en a même sur Boulevard Galerie, mais c'est pas lui. C'est sur Laurier, à côté du Simons. Fait que vous êtes tous cordialement invités. Puis si vous avez des questions, ben venez nous voir. On est tout le monde là. Phil, ouais, mais Phil. Ben Phil, lui, il est pas physiquement là, mais le jour de l'événement, il était là, puis il a bien aidé. En tout cas. Merci tout le monde. Merci à tous.